Cécile Guilbert, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez un livre intitulé Roue libre chez Flammarion. Alors, Roue libre, en fait, c'est un recueil de vos chroniques dans La Croix. Cela faisait des années que vous écriviez dans La Croix. Là, ce sont les chroniques qui vont de septembre 2017 à septembre 2019. Vous y avez ajouté, au moment de la parution de ce recueil, quelques chroniques supplémentaires parce que le coronavirus a surgi de façon intempestive au milieu de ce projet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, vous n'aviez pas besoin d'en ajouter plus. Tout ce que vous abordez, et notamment à travers ces quelques textes sur le coronavirus, a été confirmé, amplifié pendant l'année qui s'est écoulée. Et les thématiques que vous abordez, outre celles qui concernent la pandémie, que ce soit autour de la langue, autour du féminisme tel qu'il se développe aujourd'hui, autour de l'art et le rapport difficile entre l'art et la culture, toutes ces thématiques-là, en fait, nous les avons vues ressurgir dans l'année qui s'est écoulée, et ce livre est d'une actualité absolument totale. Mais en particulier, on va peut-être commencer par là. Dans ces chroniques dans lesquelles vous évoquez le début de la pandémie, euh, on trouve la réflexion sur le rapport entre le vrai, le faux, le mensonge. Or, nous avons vu depuis à quel point cette question du mensonge a gangréné totalement la perception que les citoyens pouvaient avoir d'abord de l'action de l'État, de la façon de gérer cette pandémie. Et au sein de ce livre, vous posez cette question du rapport à la vérité, de la possibilité même de la vérité dans un monde qui joue en permanence avec les images, avec les informations fausses. Vous parlez de la crédulité des individus face, notamment, c'est anecdotique, mais c'est tellement révélateur, face à une sculpture de baleine quai de Tournelle, et ces gens qui ne veulent pas croire qu'une baleine ne peut pas être quai de Tournelle. Et tout cela, quand on voit les développements autour de cette pandémie, nous raconte que ce monde était finalement prêt pour cette pandémie et la façon dont elle allait se développer, c'est-à-dire que tout était fait pour que tout cela se déroule comme ça s'est déroulé. Oui, en fait, il m'est apparu assez vite, enfin assez vite, je ne peux pas non plus préjuger de ma puissance de penser à ce point, mais si vous voulez, avant d'écrire ces 6 chroniques inédites sur la pandémie, j'ai vraiment laissé se dérouler plusieurs mois. C'est-à-dire que je les ai vraiment écrites au moment où il fallait que je les rende, parce que justement, j'étais comme tout le monde sidérée, et je pense que c'est un événement d'une telle ampleur que, bon, on ne peut pas comme ça le résumer. Ceci étant, bon, on a tout de suite vu qu'il y avait certains axes, la mort, le rapport effectivement au langage, tous ces automatismes pardon, langagiers, ce rapport à la vérité, etc., qui étaient bon, très saillants. En fait, la pandémie, elle révèle ou elle accentue, on l'a beaucoup dit depuis, mais elle révèle ou elle accentue ou elle amplifie des choses qui sont déjà à l'œuvre et qui cheminent déjà depuis des années. Alors, par exemple, le rapport à la vérité, au mensonge, est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit pas, pourquoi nos contemporains sont si sensibles aux théories du complot, pourquoi on croit qu'on leur ment, ils croient qu'on leur ment, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui chemine depuis très longtemps, hein. Bon, moi qui me suis intéressé beaucoup à Guy Debord, même si je pense qu'il y a certains aspects de la pensée de Guy Debord qui ne sont plus tout à fait pertinents, les choses changent évidemment. Cette subversion du rapport entre mensonge et vérité, elle existe depuis assez longtemps, mais c'est ce qu'il appelait la société du spectacle, et quand il disait que voilà, on vivait dans le spectaculaire intégré, il y avait déjà des procédures de ce type. Mais effectivement, elles se sont durcies au fil du temps. Et la pandémie les révèle et les montre d'une façon extraordinaire, et je pense que ça va continuer, évidemment. Je pense, vous évoquiez aussi la question de la mort. En fait, ce qui court l'ensemble de ces chroniques, me semble-t-il, c'est une réflexion sur ce que peut être la liberté humaine. Or, là aussi, il m'a semblé que vous anticipiez dans les quelques chroniques qui traitent de la pandémie une question qui me semble absolument majeure
actuellement, qui est la question de ce que cette pandémie fait de nos libertés. Et j'entends par là pas seulement le débat qui existe sur la façon dont l'État, en gros, décide à notre place, nous impose et réduit petit à petit les libertés individuelles, mais même, il me semble, cette question fondamentale, et elle est abordée à certains moments, de notre capacité à choisir. Vous écrivez par exemple, alors deux choses, vous écrivez que préserver la vie à tout prix s'effectue au détriment de l'humanité elle-même. Et deuxième point qui me semble tout aussi important, et j'aimerais que vous alliez un petit peu plus loin sur ces deux thématiques, la question de savoir ce que signifie prendre son risque. Parce qu'il me semble qu'une des aliénations les plus violentes actuellement, c'est le fait que nous sommes dans une position où nous n'avons même pas la possibilité de prendre le risque de la mort. C'est-à-dire qu'on nous l'interdit et nous sommes tous dans une passivité obligatoire qui est sans doute ce qu'il y a de plus violent. Oui, d'autant que ceux qui sont prêts à prendre leurs risques sont très très vite conspués ou vilipendés. Bon, ça c'est Oui. vrai. Quand je dis oui, que cette question de la vie ne peut pas être sacralisée à tout prix, c'est-à-dire qu'en fait nos gouvernants, hein, dans la logique de la biopolitique, hein, qui est quand même à l'œuvre depuis maintenant le XXe siècle, hein, est chargé évidemment de veiller à notre santé, de veiller à notre bien-être, et donc ça s'est traduit par toutes sortes de réglementations qui n'avaient pas lieu d'être dans le passé. Ceci étant, la vie réduite à ses seuls paramètres biologiques, c'est la façon dont elle est entendue par eux. C'est-à-dire qu'elle est sacrée en tant que paramètre biologique, en tant que, voilà, il faut mettre en place toutes les procédures qui permettent de conserver notre santé. Il faut pas, bon. Bon, pour moi, philosophiquement et existentiellement, ça n'a pas de sens. Parce que si je suis extrêmement attaché à l'art, je suis aussi extrêmement attaché à l'art de vivre. Et l'art de vivre, c'est pas l'hédonisme ou la Dolce Vita, bien évidemment. L'art de vivre, c'est de créer dans sa propre existence des formes de vie. Hein, c'est se créer des formes de vie au sens de Foucault. Donc, à partir du moment où on nous interdit de les créer, qu'on ne peut plus inventer des formes de vie, ce qui rend la vie belle, ce qui la rend riche, ce qui la rend tragique, et je pense qu'elle se déploie sur le fond du tragique, c'est sa beauté, c'est sa fragilité, c'est sa beauté. Évidemment, on se retrouve dans une situation où nous sommes en fait réduits à du bétail, parce que c'est ça finalement, avoir une vie réduite à des paramètres biologiques. Mais comment en arrive-t-on en fait à cette dimension-là? Parce que c'est la question de l'humanité qui est derrière, dans le sens où il n'y a absolument plus aucune interrogation, vous le disiez, sur ce qu'est une vie véritablement humaine. Cette réduction à des paramètres qui sont des paramètres de performance, des paramètres chiffrables en fait, c'est un processus qu'on voit se mettre à l'œuvre petit à petit, mais j'ai l'impression que c'est à la fois le croisement de la technique, d'une forme d'idéologie, de la maîtrise. Comment expliquez-vous qu'on en arrive si facilement à avoir une réduction totale de tout ce qui peut être la vie humaine? Bon, évidemment, là encore, c'est comme pour le mensonge, la vérité, c'est comme pour toutes ces anciennes notions métaphysiques. En fait, ça chemine depuis assez longtemps, hein. Déjà au XIXe siècle, on voit les poètes, par exemple Baudelaire, c'est l'exemple le plus frappant, qui est saisi par cette nouvelle dimension de l'existence, du développement de la société industrielle. Alors, flâner dans les foules, c'est à la fois une ivresse, mais en même temps, c'est être saisi par le nombre, par quelque chose qui déshumanise, qui désindividualise, etc. Ce qu'il faut comprendre, alors ce qui est compliqué aujourd'hui à comprendre, c'est qu'en fait on vit dans des sociétés ultra individualistes, mais qu'en fait cet individualisme forcené où chacun est là à affirmer son ego à travers des réseaux, à travers une prise de parole, à travers une production de contenu, peu importe qu'elle soit bonne, pas bonne, pertinente ou pas, il y a des apories énormes, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde pense avoir une liberté, être un individu de plein droit, mais en fait, tout ce qui est l'environnement ou la façon dont on est à la fois considéré et gouverné, en fait, nous renvoie à une position qui est complètement anomique, en fait, qui est complètement... Alors évidemment que ça tient, bon, pas seulement à des techniques de gouvernement, mais ça tient aussi, si vous avez raison, à la technique, parce que si chacun peut s'exprimer comme ça, c'est évidemment à travers des procédures techniques, des appareillages que nous avons.
Et en fait, je crois que c'est le gros, enfin, c'est un gros mot, mais en même temps, c'est un gros processus, c'est celui du nihilisme à la fin. À la fin, c'est ça. C'est vraiment le nihilisme tel qu'il a été diagnostiqué par Nietzsche et tel qu'il a été poursuivi par Heidegger. Bon, je sais qu'Heidegger est très controversé, on ne va pas rentrer dans un débat là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment, là, il y a une vista d'Heidegger sur la technique, sa puissance d'arrachement, sa puissance de déshumanisation. Alors là où il est controversé, c'est sur ce qu'il propose, le retour à l'être et tout ça, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ce débat, mais euh, l'humanité voilà, est expulsée d'elle-même, c'est-à-dire que chacun se vit, bon, à moins d'avoir une singularité énorme et d'en être très sûr et d'avoir une assurance et de faire de certaines choses, mais la plupart des êtres humains sont à la fois plus éduqués d'une certaine façon, ils savent plus de choses, ils ont accès à plus de choses, et en même temps ça rend complètement tragique et criant et béant leur impression d'être remplaçable, d'être finalement remplaçable à l'infini, de façon indéfinie. Ça tient aux emplois, qui ne sont plus des métiers, ça tient à beaucoup de choses. Hein. Finalement, c'est un phénomène énorme, parce que quand on a un emploi et pas un métier, ça montre déjà bien qu'on a une perte de contenu, de sens, hein, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la signification qu'on peut donner à son existence. Donc c'est lié à des tas à des tas de procédures, à des tas de, et effectivement, bon, on pourrait parler de la mort, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on prive l'humanité d'un certain nombre de rites, d'un certain nombre de, de- oui, de rites, qui soient religieux ou pas, mais qui sont toujours du contenu symbolique, bah, on perd en humanité. Alors, d'ailleurs, il y a une question également qui m'a traversée en lisant une des chroniques, qui était la question de savoir, justement, face à ces rites qui sont petit à petit effacés, quelle est la place de ceux qui ne veulent pas verser dans les religions, mais veulent préserver quand même quelque chose qui ressemblerait à une forme de spiritualité. C'est-à-dire que vous abordez à certains moments cette question-là, dans la disparition du rapport à la tradition, du rapport à la construction du temps humain. Et je me suis dit que, en vous lisant, que cette société était en train justement, voilà, d'écraser totalement toute possibilité d'une construction de sens qui ne soit pas un enfermement religieux. C'est-à-dire que quand on cherche ce sens, qui est un mot d'ailleurs qui revient assez souvent, il ne peut être acceptable que là-dedans. Il n'y a plus de possibilité d'échapper. Je dirais là plutôt oui et non, parce que en fait, je pense que cette question c'est de la question, bon, de toute façon, la question de la spiritualité, du sens qu'on donne aux choses, hein, que ce soit à travers des rites mortuaires ou à travers tous les jours, là, dans sa vie de tous les jours, elle est complètement asociale en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas rendre la société responsable de tout, et après tout, chacun doit, s'il en éprouve le besoin, le désir, de se trouver sa façon d'être dans une dimension qui n'est pas exclusivement matérialiste ou instrumentale. Il y a les religions. Beaucoup de nos contemporains n'ont pas vraiment de religion ou n'ont pas la foi, mais ils peuvent trouver de la transcendance, de la verticalité ailleurs. Ils peuvent la trouver dans la poésie, ils peuvent la trouver dans l'art. Après tout, l'art est aussi une façon de dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous émerveille, qui est un mystère, qui est une énigme, et c'est cette énigme creusée qui a en fait cette puissance émerveillante, quand c'est de l'art vraiment. Alors c'est toute la question justement, parce qu'il y a toute une part du livre qui est consacrée à ce questionnement sur l'art. Or, là, nous voyons des manifestations de ce qu'on appelle le monde de la culture, qui en effet est en train de mourir, qui est enfermé dans l'impossibilité même de pratiquer quoi que ce soit. Sauf que la question est de savoir, là aussi, si l'art n'était pas déjà profondément abîmé par ce qu'on appelle le monde de la culture et la façon dont il s'est petit à petit transformé en une forme d'industrie culturelle. Oui, alors là, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'évidemment, parce que je sens venir évidemment les contestations, parce que quand on parle de la culture qui nous sauve, la culture qui est tout, la culture qu'il faut qui voilà, qui est notre fond spirituel d'une certaine façon, qui fait que nous sommes un peu plus que des êtres qui devons nous nourrir, dormir, travailler, etc., et nous reproduire, bon, qui nous donne cette dimension
euh, transcendante. Évidemment, la culture, c'est très important, et la culture comprend les arts, etc. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand j'utilise, moi, dans mes chroniques, le mot culture, c'est qu'en fait, je fais le procès souvent, bien sûr, pas de la culture dans ce sens-là, mais de la culture au sens de la marchandise culturelle, et au sens où tout serait culturel. C'est-à-dire que, et c'est une question difficile, et c'est une question que je ne prétends pas trancher, mais c'est vrai que quand on dit que la gastronomie c'est culturel, que la haute couture c'est culturel, que la bande dessinée c'est culturel, bien sûr que c'est culturel. Euh, Bon, moi, c'est vrai que je reconnais, là, je signe, je signe mon appartenance à peut-être à un vieux monde et à mon âge, mais c'est vrai que c'est pas que je veux hiérarchiser dans les procédures, dans les expressions culturelles, mais c'est vrai que je veux distinguer ce qui est l'art de ce qui est la culture, au sens de la marchandise, au sens où tu sais pas parce qu'on consomme voilà, que c'est bien. Hein. Parfois, il vaut mieux pas consommer du tout et même pas consommer du tout de culture. Hein. Vous voyez, c'est pas. C'est vrai que je suis aussi attachée, alors ça c'est un de mes dadas, mais c'est vrai que ça fait un moment, je suis aussi attachée à voir ce qu'est l'art dans ce qu'on appelle l'art contemporain. Parce que là, je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi tout un certain nombre d'artistes, sous prétexte qu'ils utilisent des médiums traditionnels, ne sont pas considérés comme des arts contemporains. C'est bien qu'on a créé un concept qui est l'art contemporain et qui concerne justement, comme son nom l'indique, un art exclusivement conceptuel. Je pense honnêtement, et le public le montre, qu'il y a par une coterie de snobs et de spécialistes et de professionnels de la profession, le public, qui a son bon sens, qui a sa sensibilité, qui a ses émotions, qui sait à quoi ça correspond, ne peut pas être ravi constamment devant de l'art qui est purement conceptuel et qui ne permet son accès qu'à travers la lecture de textes qui expliqueraient ce que ça a voulu dire. Non, je pense que la puissance de l'art, depuis Lascaux, euh, jusqu'à cet art contemporain ou conceptuel, repose sur le métier, sur la main de l'homme, c'est-à-dire ce qui vibre dans son aura, et qu'on ne peut pas réduire à une image. Alors, justement, c'est aussi le problème que pose la culture par temps de Covid et l'accès à la culture par digitalisation de tout. On appuierait sur des boutons pour voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour passer à travers des procédures techniques. Le cinéma, voilà, c'est un art qui passe à travers la technique. La photographie, je vais vous dire peut-être une chose qui va vous choquer, c'est que je suis même pas sûr qu'il soit nécessaire d'aller voir des expositions de photographie. Ça peut être sympathique de voir des grands formats, etc. Mais enfin, la photo passe à travers des procédures techniques. En revanche, il y a des choses qui ne passent pas parce qu'elles ont leur propre vibration dans leur aura. C'est le dessin, c'est la peinture, sous la sculpture aussi. Ça peut être aussi la sculpture dans cette 3 dimensions dans l'espace. Et ça, si on n'a plus l'accès direct à ça, on perd vraiment quelque chose. En ce sens, la peinture n'est pas une image, la peinture n'est pas voilà, une représentation, le dessin non plus, c'est autre chose. C'est autre chose qui n'est pas une image, qui est une causa mentale, comme disait Léonard de Vinci, et ça, je crois qu'on peut pas, voilà, ça, on peut pas le dépasser. Donc, effectivement, si nous n'avons plus accès aux productions artistiques qu'à travers des écrans, des caméras, et de ce qui, de toute façon, aplatit tout comme une imagerie, il y a vraiment un souci. Oui, il y a Mais beaucoup de gens s'en foutent, hein. Non, mais c'est vrai. À vrai dire, qui est attaché à ça? Combien de personnes pensent vraiment que l'accès à la peinture ou au dessin se fait par la vibration rétinienne dans la rencontre, ce que Walter Benjamin appelait la rencontre, l'événement, le surgissement, qui est comme un visage humain. Et d'ailleurs, les visages humains sont cachés, donc ouais, voilà, tout ça est lié. C'est tout cela a été préparé, vous le disiez, par un art contemporain qui repose essentiellement sur le concept et qui repose aussi sur la reproductibilité, sur l'espèce de une façon presque de singer la société industrielle. C'est ce que, pour ma part, je vois surtout dans les œuvres de Jeff Koons. Vous évoquez le fameux bouquet de fleurs de Jeff Koons, avec cette question qui est celle du rapport au beau. Là aussi, c'est un mot qui revient très très souvent dans vos chroniques, la question de la beauté et de savoir ce qui est beau et comment on peut à la fois accéder à cette beauté et j'ai noté cette phrase, voilà, qui est l'idée de raviver, et elle est de Jean-Michel Delaconté que vous citez, raviver le besoin de beauté. Comment on fait pour raviver le besoin de beauté chez les gens?
Eh bien, alors, juste avant de vous répondre, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, c'est que la reproductibilité de l'art, si vous voulez, n'est pas forcément liée à l'art contemporain. En fait, c'est une question qui a permis le fait qu'on puisse reproduire mécaniquement par des tas de techniques des œuvres et notamment en faire des images, par exemple en photographiant des tableaux, en les diffusant, etc. C'est justement ce qui permet, ce qui a été bien identifié par Walter Benjamin dans son texte célèbre, ce qui permet de, de- d'une certaine façon de vider, ça vide les œuvres de leur aura, c'est-à-dire cette espèce de notion qui a l'air comme ça un peu surnaturelle, mais qui est vraiment la présence singulière, propre de l'œuvre dans sa vibration et dans son apparition. L'art contemporain, bon, évidemment, il passe aussi par la reproductibilité, mais il est, lui, purement conceptuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un art rétinien, c'est un art qui doit passer par le cerveau et les idées pour qu'on puisse comprendre ce que l'artiste a voulu faire. Bon, la question de la beauté, alors évidemment, il n'en existe pas de définition. Chacun a la sienne. On sait bien qu'elle a été abîmée, que cette histoire de beauté, que la beauté n'est plus une valeur en art depuis, disons, le début du XXe siècle, mais surtout depuis l'après-Première Guerre mondiale, puisque tout a explosé. À l'image d'un monde convulsé, chaotique, qui avait créé cette grande boucherie, évidemment, continuer dans la beauté, y compris dans les critères de la beauté académique, c'était plus possible. Donc on comprend que cette évolution ait pu avoir lieu. Ceci étant, le besoin de beauté n'a jamais été déraciné du cœur de l'homme. Et là, eh bien, la beauté, bon, on la trouve alors, dans des tas d'œuvres, évidemment. On peut la trouver dans sa vie aussi, parce que moi, je suis encore une fois très attachée à- aux formes de vie, aux formes créatives de vie. Je ne suis pas quelqu'un, si vous voulez, parce que je voudrais pas qu'il y ait de malentendus là-dessus, sous prétexte que j'écris ou que je parle, ou que j'aime les artistes ou que j'en fréquente, etc. Je pense pas qu'il n'y a que les artistes si vous voulez, pour les créateurs ou voilà, pour pouvoir produire ça. Tout un chacun peut produire, hein. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette idée à la fois de la démocratie, mais aussi de qu'est-ce qu'on ça passe par l'éducation, forcément. Ça passe par, euh, ça passe par la sensibilisation des enfants à ces questions. Alors évidemment, à l'art, à l'éducation artistique, on en parle depuis des décennies de tout ça, hein. C'est pas du tout au point. Euh, c'est même pas du tout au point, même pour aussi des gens qui sont plus âgés, parce que on voit bien aussi que plus personne n'a l'accès aux significations réelles des œuvres. Après tout, si vous allez dans un musée, que vous voyez de l'art religieux et des tas de choses, ou même de l'art qui est en prise avec la mythologie, qui a les clés réelles voilà, pour comprendre ces œuvres. Et bien après tout, elles ont leur beauté plastique indépendamment de leur signification iconographique, peu importe. Mais je pense que ça serait quand même bien. Et dans la vie de tous les jours, bah, écoutez, la beauté, elle est, à mon avis, liée elle est liée à la simplicité, à la frugalité, elle est liée à quelque chose qui serait aussi l'authentique, et qui serait... alors l'authentique, je sais qu'on va me dire, tout ça c'est bien réactionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? On retourne la terre, machin. Non, c'est pas du tout ça. C'est difficile de m'exprimer plus... euh, je pense que c'est recueillir les choses dans leur essence, en fait. Euh, c'est... Là, il y a de la beauté. Il y a de la beauté dans l'harmonie, il y a de la beauté dans beaucoup de choses que chacun peut trouver. Bon, ça, c'est vrai que c'est une question difficile. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est une laideur proliférante, à tout point de vue. C'est là aussi la question de la beauté, elle est aussi liée à la question du goût, évidemment. Quand je dis que je vois une laideur proliférante, c'est que je vois une laideur proliférante dans notre environnement, tout simplement. Donc tout devrait être pris à bras le corps, quoi. L'architecture, l'urbanisme, la façon dont on dessine les enseignes, la façon dont on crée de la signalétique, la façon dont les gens s'habillent, tout, C'est lié tout. à quoi la laideur proliférante? C'est lié à la recherche d'efficacité, de performance? C'est... C'est lié au fait qu'on ne se pose même pas la question. C'est lié effectivement à une recherche d'efficacité euh, qui est le seul critère,
ou à une forme de confort. Par exemple, moi, je pense aussi beaucoup. Alors, quand j'étais très jeune, j'ai vécu avec un Américain et ça m'avait absolument frappé. C'est que, en fait, pour un Américain, par exemple, le confort était supérieur à l'esthétique. Et je pense que aussi beaucoup dans l'habillement des gens, le confort est supérieur à l'esthétique. Il faut être bien, il faut. Bon, comment dire? Là, j'ai l'impression d'arriver vraiment sur un terrain. Je vais vous dire une chose, c'est que par exemple, c'est personnel, hein. Je ne peux pas me comporter de la même façon dans la ville, avoir la même gestuelle, la même démarche si je porte des chaussures de sport ou si je porte des chaussures en cuir. Oui. Voilà. Si je porte des chaussures de sport pour faire du sport, c'est parfait. Si je porte des chaussures de sport pour marcher, je vais avoir l'impression que ma démarche, comment dire, est effectivement plus souple, elle est plus, mais je perds quelque chose qui me tient droite. Bon, ça a l'air, je sais que ça va faire hurler tout le monde. Je pense pas qu'on puisse, voilà, se balader en tenue de plage dans une ville. Tout ça, mais tout ça en participe. Mais qui a envie de se poser la question? Non, c'est chacun sa liberté. Par exemple, j'ai fait une chronique sur le tatouage. Oui, oui, oui. Et sur la question de savoir ce que signifie le fait d'exhiber ces C'est tatouages, ça. de les montrer aux autres C'est et que de je n'ai les rien contre le imposer aux tatouage. autres. Le tatouage est une expression de la liberté individuelle. Je n'ai évidemment rien contre le tatouage, mais simplement, effectivement, je m'interroge sur la nécessité d'exhiber ces tatouages. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est lié au narcissisme, des individus tatoués qui veulent montrer leurs tatouages, les imposer aux autres. Enfin, je pense que c'est... En plus, le tatouage est quelque chose d'absolument pas anodin. Marquer sa peau depuis l'Antiquité, ça a une signification, hein. C'est les gens qui ne sont pas libres, c'est les prisonniers, c'est les gangs dans les prisons, etc. Donc le tatouage, c'est vraiment pas anodin. Mais voilà, bon, le tatouage est devenu comme ça une espèce d'expression de soi, comme si on dessinait sur son corps et qu'on disait, voilà, je suis ça. Bon. Non, il y a énormément de questions qui rentrent dans cette sphère de l'esthétique. Et c'est pas une question d'élitisme, c'est pas une question de mépris des classes populaires, ou, parce que de toute façon, le tatouage est répandu partout. Donc c'est pas du tout ça. Mais ne pas se poser la question, en être inconscient, c'est un petit peu comme tout, après tout. Tout est une question de conscience. Finalement, si on devait revenir, trouver un terme derrière lequel on subsumerait toutes les questions que nous abordons, c'est la conscience, en fait. C'est la conscience. Vous évoquiez la question du narcissisme. Et là aussi, dans les textes que vous écrivez sur la littérature, cette question de l'exhibition de soi revient aussi. Vous avez par exemple une analyse que, pour ma part, je trouve fondamentale sur l'évolution de la littérature aujourd'hui à travers l'autobiographie ou la biographie, c'est-à-dire cette incapacité du roman contemporain à inventer une histoire et des personnages, et tout cela est remplacé par des auteurs qui se mettent en scène et qui font de leur personne un personnage, c'est-à-dire qu'il y a une confusion qui est d'ailleurs entretenue par les critiques, les journalistes, entre le narrateur et l'auteur, qui permet d'assurer que tout ce qui est dans le livre est vrai. On est là aussi dans une dérive de ce que peut être la littérature et de ce qu'elle a à nous dire. Alors écoute, là pardonnez-moi, mais je ne parlerai pas de dérive. En fait, si vous voulez, je constate quelque chose. Alors, je ne porte pas un jugement. C'est-à-dire que je constate qu'effectivement, par rapport à la grande tradition du roman au XIXe siècle, nous ne sommes plus exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que beaucoup d'auteurs parlent à la première personne, d'où ces confusions narrateur-auteur, et puis dans toutes sortes, dans tout un spectre, si vous voulez, qui va de l'autofiction à la confession de ce qui est normalement caché, en passant par l'autobiographie, les mémoires, etc. Bon, en fait, si les auteurs le font, c'est qu'il y a aussi une appétence. Si les auteurs le font, c'est qu'il y a aussi une appétence des lecteurs, et surtout en France. Alors là, c'est assez curieux, mais c'est vrai qu'on se rend compte au fil des ans que ce type de ce que j'appelle l'écriture de soi, finalement, recueille les suffrages des lecteurs. Ils en sont curieux, ils ont envie d'en lire, hein, on peut mettre les noms qu'on veut. Et que finalement, tout ce qui était l'ancien aspect du roman, euh, roman de mœurs, roman politique, il est peut-être passé dans d'autres genres, qui sont très vivaces quand même, qui sont par exemple Oui. le roman policier. Parce qu'après tout, Oui. dans le roman policier, bon, c'est plus le roman policier au sens de l'enquête, c'est le roman policier au sens de
un inspecteur de police ou à l'occasion d'un crime s'enfonce dans le tissu social, hein, dans des aspects. On l'a vu dans le roman scandinave, on le voit aussi dans les thrillers français qui existent et dans tous les pays. Donc, et ça, c'est vraiment un genre qui est florissant, hein, les gens en lisent beaucoup. Donc en fait, je dirais qu'un certain nombre de thématiques du roman classique littéraire, disons, sont passées dans ce type de littérature, qui est tout aussi littéraire. Hein. Je voudrais pas qu'on fasse de hiérarchie en disant Bien il y a la sûr. littérature et puis il y a le polar. Pas du tout. Le polar, souvent, est plus Oui, oui. grandiose que tout ce qui se présente sous la forme de littérature aujourd'hui. Et puis il y a cette écriture de soi. Alors, mais dans l'écriture de soi, si vous voulez, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de soi purement exhibitionniste, purement narcissique. Et quand on attaque ce type d'auteur, ils nous disent ah mais oui, mais ça existe depuis Saint-Augustin et Montaigne. Sauf que, et c'est là où j'en viens à la deuxième part de l'écriture de soi, c'est-à-dire que l'écriture de soi a un intérêt à partir du moment où elle est traversée par autre chose que soi. Elle peut être traversée par des thématiques qui sont universelles. Donc en fait, il y a une écriture de soi qui arrive à universaliser son propos. Et pourquoi pas? Et c'est ça la littérature finalement. C'est cette quête de l'universel dans lequel le lecteur va au comble même d'une histoire très très individualisée ou très singulière, retrouver de l'universel. Hein. L'histoire d'un deuil, l'histoire d'une maladie, l'histoire d'une histoire d'amour, enfin voilà. Et puis il y a l'écriture de soi qui n'est purement que de soi, et à mon avis, celle-là est purement égotiste, n'a pas tellement d'intérêt. Et il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui, alors ça me frappe énormément, et j'ai effectivement consacré des chroniques à ça, c'est ce qu'on appelle l'exofiction, Oui. qui est une espèce de catégorie, à mon avis, pas très pertinente, mais bon, qui a été développée en opposition à l'autofiction. Et donc l'exofiction, ça serait la fiction des autres, extérieure à soi, mais dans laquelle on reviendrait quand même de façon un peu subjective, et ça consiste à s'emparer de l'existence de toute une série de personnages historiques, culturels, artistiques, politiques, etc., et de finalement d'écrire des sortes de portraits biographiques ou de faire des enquêtes, tout en arrivant en tant que narrateur, subjectivement, on pourrait dire qu'on a un lien avec cette personne parce qu'elle a voilà, des intérêts communs. Et alors là, prolifère toute une série d'exofictions. Et là, ça m'intéresse beaucoup comme symptôme parce que je me demande pourquoi les auteurs, finalement, ont besoin d'autres vies que la leur. Puisqu'après tout, la littérature repose sur son expérience vécue, transposée ou pas, filtrée, la mémoire, le souvenir, le temps. Toute la littérature repose sur le temps, repose sur la mémoire, repose sur une histoire subjective. Et en fait, qu'est-ce que signifie d'aller chercher l'existence des autres? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'existence soi-même? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de vie intérieure soi-même? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de mémoire? Est-ce que ça veut dire que finalement, historiquement, les expériences sont si pauvres que pour toute une série d'auteurs plus jeunes, il n'y a plus que comme issue que d'aller s'emparer de la vie des autres? Alors ça, je trouve ce symptôme-là complètement passionnant et qui interroge énormément ce qu'est la littérature. Et cette responsabilité, elle n'est pas seulement des auteurs, à mon avis, elle est celle aussi de l'industrie éditoriale, car aujourd'hui, si vous allez voir un éditeur avec un projet de roman et que vous lui faites un pitch façon Faulkner ou Proust, il va vous envoyer bouler en vous disant qu'il a besoin d'avoir une intrigue qui va droit devant, pas grand-chose sur les côtés, et surtout pas des flashbacks, des mélanges de temps, etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, on est là dans quelque chose qui est aussi formaté. Donc là il ne faut pas jeter la pierre simplement aux auteurs qui, si vous voulez, s'empareraient des vies des autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on identifie dans la production littéraire aujourd'hui est aussi lié à ce que souhaite l'industrie éditoriale. Alors vous me direz, oui, mais elle souhaite ça parce que c'est le lectorat. Alors là, c'est le grand problème de l'offre en littérature, c'est-à-dire que la culture est une économie de l'offre, donc a priori, on peut donner toute une série de choses sur le marché, et puis chacun choisira, et c'est merveilleux. Alors on dit qu'on a une surproduction éditoriale, mais en même temps, il faut se féliciter d'avoir ce choix quasi infini. Mais en fait, en fait, c'est pas complètement vrai dans la mesure où, moi je le vois bien, au fil des ans, je vois bien que les maisons d'édition ne font plus ce qu'elles faisaient avant, c'est-à-dire publier des choses très 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 complexes ou singulières, voilà, qui seront peut-être pas rentables, mais qui seront rentabilisées par des best-sellers. Elles veulent que tout soit du best-seller finalement. Elles veulent que tout marche. Donc du coup, l'offre n'est pas si J'ajoute une variée. dimension qui est peut-être aussi l'espèce de
recherche quasi systématique de la transposition sur les écrans, Oui, à travers la télévision ou le cinéma, et qui fait qu'on peut identifier aujourd'hui des livres qui sont écrits pour être mis en film, oui, et qui sont quasiment des scénarios. mmh. Ce qui est, je pense, la négation de ce qui fait une part de l'essence de la littérature, c'est-à-dire l'écriture, le style, qui Oui, devient moi, secondaire. depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu dire que les chefs-d'œuvre de la littérature étaient intransposables au cinéma, mais qu'on arrivait à faire d'excellents films avec des mauvais romans. Parce qu'après, justement, on avait cette liberté de pouvoir, évidemment, améliorer les choses. Ou, bon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition, hein, qui ne cachent pas que leur principale préoccupation est de publier des choses qui leur permettront de développer évidemment des contenus et d'aller nourrir des tuyaux de séries, audiovisuels, etc. Bon, après ça, c'est de la responsabilité, je veux dire, c'est l'honneur, c'est ce qu'on veut faire, hein, pourquoi pas. Bon, il y a des gens qui sont d'excellents scénaristes et qui feront d'excellents livres, qui donneront d'excellents produits audiovisuels, hein, et parfois, il y a des produits audiovisuels qu'il vaut mieux regarder plutôt que de lire certains livres, si vous voulez. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que, voilà, il y a pas... C'est pas l'écrit c'est bien et l'audiovisuel c'est mal, Non. c'est que, évidemment, qu'il y a des productions audiovisuelles qui sont exceptionnelles, qui sont de vrais chefs-d'œuvre par rapport à des contenus imprimés qui sont pas bons. C'est pas la question de la hiérarchie des modes d'expression ou des... Mais c'est vrai que bon, dans la production éditoriale, il y a beaucoup d'auteurs aussi et qui se disent je vivrais mieux finalement si mon livre si mon livre est adapté, et scénarisé et devient un film que voilà, s'il reste juste un livre sur un étal de librairie. À partir de là, il y a aussi des auteurs qui se disent que précisément la littérature, et c'est aussi un peu ce que je pense, c'est-à-dire que la littérature, c'est précisément, et ça pourrait être la nouvelle définition même si elle était ancienne de la littérature, c'est que la littérature, c'est ce qui n'est pas transposable, ce qui n'est pas adaptable en image. Justement, à cause du langage. Alors, il y a énormément de chroniques qui tournent autour de cette question de la langue, de Oui, la capacité à nommer, parfois aussi de peut-être justement la perte de la complexité du langage. Vous abordez dans différentes chroniques cette question de savoir si nous sommes capables encore de verbaliser quoi que ce soit. Par exemple, ça m'a frappé, dans toutes les questions, vous évoquez le débat sur le consentement, le débat sur les rapports hommes-femmes, et vous dites à un moment que si finalement on en est à discuter autant de consentement de zones grises, c'est peut-être dû à une perte de capacité de verbalisation et qu'il y a peut-être à chercher dans justement le langage les difficultés que nous avons aujourd'hui à penser ces rapports. c'est vrai. Euh, Alors, lu énormément de littérature du XVIIIe siècle et m'étant énormément intéressé à la littérature qu'on appelle libertine, hein, qui est bon, une littérature de libre pensée, mais qui est aussi une littérature de libre usage du corps, et des rapports entre les sexes, qui sont en général, contrairement à ce qui se passait avant et ce qui se passait après elle, des rapports à la fois de séduction, mais aussi de connivence, et où finalement j'ai trouvé que dans les littératures de cette époque, on trouvait beaucoup plus d'égalité entre les sexes que de guerre entre les sexes, et que tout reposait précisément sur un usage virtuose du langage qui consiste à manier les doubles sens, à manier l'ambiguïté, et ce qui est de l'ordre du ludique, évidemment. Bah, c'est vrai que quand aujourd'hui on réfléchit sur ces affaires de mœurs, d'agression, de consentement, on se rend compte oui, qu'il y a une zone qu'il y a une zone de l'échange, si vous voulez, qui n'a pas l'air, qui n'a pas l'air très nette, et que de toute façon, sans rentrer dans ces débats, les capacités de verbalisation humaines sont un peu affaiblies parfois, hein. Le langage devient un peu invertébré. Le- Donc oui, ça pose cette question. Je pense que la langue, c'est une source de beauté, mais pas seulement. C'est une source d'émancipation dans la mesure où elle permet aussi de maîtriser la logique, de maîtriser l'argumentation, de maîtriser. Donc à partir du moment où ça s'efface, bon.
C'est quand même paradoxal d'être dans une période où on ne cesse de libérer la parole et où, en fait, il nous manque le langage, Bon, les mais mots. ceci étant, il faut quand même dire une chose, c'est que libérer la parole sur ces affaires, d'abord, c'est très difficile de recueillir la parole, hein. Je pense à la Oui, parole des enfants, c'est très très compliqué. C'est un métier de recueillir la parole des enfants. Et puis de toute façon, c'est le type de sujet sur lequel la libération de la parole est difficile, je veux dire, pour tout un chacun. Euh, donc je voudrais pas qu'on mélange si vous voulez, le fait que certaines capacités, si vous voulez, d'expression ou que le langage s'appauvrit avec cette question très, très sensible de la parole sur les affaires qui sont mises oui, c'est-à-dire que en là, avance de mœurs et d'agression, l'actualité, voilà, de l'actualité est viol, sur l'inceste, d'inceste, etc. et c'est pas là justement les textes que vous écrivez sur ces questions-là parlent des questions de réflexion sur le féminisme. C'est-à-dire on n'est pas Oui, dans le rapport aux enfants, ce qui oui, est en effet autre chose. Et oui, tout le à fait. rapport des enfants au langage, à la parole, à la possibilité de parler, c'est tout autre chose. Oui, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, justement, pour revenir au XVIIIe siècle, c'est pour ça que j'ai consacré une chronique à... Bon, il y a eu cette histoire de... Bon, il y a eu des histoires de MeToo, si vous voulez, mais il y a eu aussi bon, la tribune que j'ai signée, qui a été improprement qualifiée de tribune pour réclamer le droit d'être importuné, alors que c'était pas du tout ça. Le titre de cette tribune était des femmes libèrent une autre parole. Des femmes, c'est-à-dire des femmes particulières, pas les femmes. Les femmes ça veut rien dire, les femmes. Les femmes, c'est pas un continent, c'est pas quelque chose d'homogène. Certaines femmes ne sont pas d'accord avec d'autres. Bon, ça me semble sain de pouvoir le dire. Mais bon, pour des raisons qui tiennent à la publicité qui a été faite à cette histoire, on a dit qu'on avait réclamé le droit d'être importuné. Cette pétition avait beaucoup de maladresse de formulation, mais bon, néanmoins, c'était pas du tout la question. Je suis sidérée de voir que pour un certain nombre de féministes américaines, euh, les mœurs du XVIIIe siècle français, ce qu'on trouve dans la littérature, sont rabattues systématiquement sur de la domination masculine. C'est faux, c'est Oui. faux, c'est Oui, faux. quand on lit ne serait-ce que la lettre 81 de la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, on s'aperçoit que enfin, c'est un texte d'un féminisme total. Non seulement d'un féminisme, mais c'est un texte qui, et c'est pour ça qu'il peut être critiquable d'ailleurs, mais c'est un texte qui veut endosser en tant que femme la domination, Oui, justement. Donc en tout à fait, c'est fait. une femme qui voudrait se comporter comme un homme. Alors est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Bon, ça, on peut rentrer aussi dans des débats, mais c'est vrai que bon, c'est moins féministe que. Il y a un féminisme, si vous voulez, effectivement, dans les liaisons dangereuses, mais il y a aussi une revendication très personnelle de la marquise de Merteuil à ce qu'on pouvoir se comporter comme un homme et être elle-même dans une situation de domination. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le nec plus ultra. Ceci étant, par exemple, la chronique que j'ai consacrée à Mademoiselle de Jonquière Oui. est un film qui repose sur l'ambiguïté, le double entendre, la sophistication d'un langage qui passe aussi par des regards, par des gestes, et qui fait tout le charme, si vous voulez, des relations humaines. Quand j'entends les féministes dire que le verrou de Fragonard, c'est une scène de viol, ça me rend dingue, parce que, après tout, comment peut-on dire que cet homme tire un verrou pour violer cette fille? Ça, on est déjà dans une interprétation complètement intéressée à un certain propos qui est précisément celui des féministes. Mais on peut très bien imaginer que c'est un amant qui tire le verrou parce que le mari arrive ou que la fille lui a dit tire le verrou, on sera plus tranquille. Peu importe, hein, on dit n'importe quoi, mais vous voyez, bon. Donc ce qui est plutôt frappant en France, et d'ailleurs Nietzsche disait que c'était aussi beau que le miracle grec, ce qui s'était passé en France à cette époque, mais je pense que les Français ne le savent pas. Solers a raison là-dessus, hein, je le suis complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature qui a fleuri, dont les narratrices sont des femmes. Hein. Alors évidemment, on va me dire, ah oui, mais c'est des hommes qui écrivent. Peu importe, c'est des hommes qui écrivent en donnant la parole à des femmes qui racontent leur propre émancipation, leur propre sortie de l'obscurantisme, leur propre sortie des préjugés et qui se comportent librement dans un rapport connivant avec les hommes. Bon, tout ça Oui, va être balayé par la Révolution. Et on va oui, rentrer dans une régression bourgeoise absolument colossale. Et maintenant, c'est encore pire, quoi, je pense.
Mais justement, vous avez prononcé les mots essentiels tout à l'heure. Vous avez parlé d'ambivalence, de complexité. Or, on est dans une époque qui veut de la transparence, de l'univocité et surtout pas de second degré. Tout est pris littéralement. En fait, c'est la lecture littérale du monde que je trouve, moi, profondément angoissante. Ah bah oui, c'est profondément angoissant et c'est complètement totalitaire aussi, parce qu'on va finir par effectivement, on va se retrouver dans, voilà, le parti a dit que 2 et 2 font 5, et il faut dire que 2 et 2 font 5, hein, c'est le roman d'Orwell. Oui, c'est profondément angoissant. Est-ce qu'il y aura un sursaut? Est-ce qu'on va se réveiller de ça? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. J'espère. J'en reviens à mon propos du début, c'est la question de la liberté qui domine, me semble-t-il, dans toutes Mais ces oui, parce que c'est chroniques. la servitude volontaire qui domine là. On est retombé dans cette problématique de la Boétie, de la servitude volontaire, c'est-à-dire que on veut se battre pour la liberté, et pas seulement les libertés publiques, la liberté d'expression, la liberté de comportement, etc. Mais qui le veut? Qui veut être libre? Alors, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que ce qui m'a frappé avec l'histoire de la pandémie, mais là, je fais un petit ainsi, c'est qu'avant la pandémie, on avait l'impression que les Français n'avaient rien à faire des libertés publiques. Et il y a eu d'ailleurs ce tract de François Sureau Oui. qui a fait quand même un peu du bruit et qui a été beaucoup lu sur des libertés, et où il montrait que finalement, les libertés publiques sont rognées sans arrêt depuis des années. Il y a eu le terrorisme, il y a eu des tas de choses, bon, et que finalement les Français sont complètement passifs et ne se battent pas pour les libertés publiques. Là, on a l'impression que la pandémie, évidemment, parce qu'elle les touchait de beaucoup plus près personnellement, tout d'un coup réveille un peu le souci de défendre les libertés publiques. Parce que défendre les libertés publiques, c'est pas seulement, quand on est attaché aux libertés publiques, on n'est pas seulement attaché à ces libertés, on est attaché à celles de notre prochain. euh, qui est victime, qui peut être victime, voilà, de l'arbitraire, voilà, de contrôle administratif excessif, etc. C'est ça, être attaché aux libertés, c'est pas être attaché seulement à ces libertés. Bon, maintenant, comme ça passe évidemment par nous, par tout ce qu'on nous interdit de faire et ce qu'on nous contraint à faire, on est sensible aux libertés. Donc je pense que la pandémie a à la fois sensibilisé les gens à la question des libertés publiques davantage. Ceci étant, vous avez raison, ça ne suffit pas, les libertés publiques. Il y a la liberté profonde, viscérale, de penser, d'agir, de se déterminer et de prendre son risque. Qui en veut de cette liberté? Mais chacun prouvera par ses actes et son comportement. Mais on peut pas, et on peut le déplorer, mais finalement, si vous voulez, ce qui me gêne avec tous ces débats, et c'est aussi pour ça que je suis pas mécontente de plus faire de chroniques, c'est que j'ai l'impression que toutes les questions fondamentales sont des questions purement individuelles, qui ne sont pas des questions sociales, même si elles ont un effet dans la société. À un moment, chacun doit se prendre en main d'une certaine façon, J'ai été interviewée l'autre jour par une jeune femme qui faisait une enquête sur le conspirationnisme. Bon, on essayait de parler de comment s'en sortir, comment ne pas en être victime, comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après, tout ce qu'on peut faire, c'est lire, réfléchir, se prendre en main, arrêter de se laisser balloter par des algorithmes qui vous envoient sur des sites. Voilà. Je sais pas, moi, chacun peut réagir individuellement. Oui, mais pour ça, il faut avoir été mis en position d'agir individuellement. Il me semble que ça se prépare, en fait, la liberté. Ça se construit petit à petit. On habitue les gens à exercer leur liberté ou au contraire, on les habitue Oui, mais à ça crée du dépendre. malheur. Ça crée du malheur. Alors en Oui, fait, si vous voulez, c'est un peu comme la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse, eh ben, finalement, on y va quand on peut plus faire autrement. Hein. C'est-à-dire que quand la souffrance est trop grande, eh ben, on va chez le psychanalyste parce qu'on peut plus faire autrement, à moins qu'on soit déjà, si vous voulez, très très porté sur ces questions et qu'on trouve que de toute façon c'est intéressant de faire une psychanalyse. Mais il me semble, hein, d'après tout ce que j'ai vu dans ma vie, que quand on va chez le psychanalyste, c'est qu'on peut plus faire autrement. Que la souffrance est telle qu'on ne peut plus faire autrement. Bon, donc euh, la vie que nous menons, la situation dans laquelle nous sommes, la condition qui nous est faite et qui est faite à nos semblables, si vous voulez, provoque du malheur, provoque de la souffrance. Mm. Donc cette souffrance, elle peut provoquer peut-être un sursaut, hein, peut-être un sursaut qui ne soit pas celui du suicide. il faut espérer qu'on va arriver à un moment où cette pandémie, si je vous entends bien, pourrait déclencher justement une forme de reconquête.
Moi, spirituellement, je pense, et c'est valable pour tout, hein, la maladie, la mort, toute épreuve que nous vivons est à une phase de Janus, c'est-à-dire à une phase initiatique. C'est-à-dire qu'il y a une négativité et il y a quelque chose qui permet, voilà, le danger croît, mais il croît aussi ce qui sauve, hein, comme on disait. C'est-à-dire qu'il y a ce moment qui est un moment du passage. Euh, Quand on est très très fort et quand on est en tempérament, si on était un Nietzsche absolu, on dirait qu'il faudrait bénir cette épreuve qui va nous permettre, si vous voulez, qui est une opportunité d'inventer autre chose, de muter nous-mêmes, d'avoir réfléchi, d'avoir souffert. La souffrance, la douleur, le chagrin, c'est des choses qu'on ne sait même pas qu'elles existent en nous, finalement, avant de les vivre. Par exemple, si vous éprouvez un chagrin immense, qu'un malheur vous arrive, vous ne saviez même pas qu'en vous-même, vous aviez cette zone que le chagrin allait créer et qui allait vous permettre autre chose, et allait vous transformer, allait vous faire muter. Bon, c'est la fameuse phrase de Proust, les grands livres sont les enfants du chagrin. Enfin, il y a des choses que l'individu vit qui ou le tuent et l'anéantissent, ou lui permettent à travers cette initiation de cette face sombre, il y a aussi une face blanche. Il y a la magie noire, la magie blanche, il y a la lumière et il y a l'ombre. Finalement, c'est toujours, si vous voulez, dans cette dualité qui normalement il faudrait pouvoir surmonter vers une unité, mais bon, c'est dans cette dualité que les choses se créent. Donc cette pandémie, euh, c'est une épreuve historique euh, grave, profonde, en plus pour des... Alors pas nos aînés qui ont vécu des choses aussi terribles, mais si vous voulez, pour les gens, j'aime pas parler en termes de génération, mais de notre génération, plus tous les gens plus jeunes, qui ont été gâtés historiquement et historialement, c'est-à-dire ont vécu bon, finalement dans des sociétés pacifiées, confortables. C'est vrai que c'est une épreuve. Bon, comme la guerre a pu être une épreuve pour nos aînés. Et après tout, les étudiants et des jeunes dont on nous parle aujourd'hui qui souffrent beaucoup, certes, ils souffrent beaucoup, mais au même titre que des jeunes générations dans les années 30-40 ont beaucoup souffert. Enfin bon, vous voyez, je ne vais pas remettre des situations concrètes sur ces mots, mais donc oui, c'est une épreuve historique inédite, mais qui forcément sera, j'espère pour la majorité d'entre nous, l'occasion de muter et de nous transformer individuellement d'abord avant de se penser à transformer la société, parce qu'il n'y a pas de transformation de la société s'il n'y a pas de transformation individuelle. Nous pouvons tous agir à notre niveau individuel vers le bien, vers le mieux, vers la beauté. Donc déjà individuellement, de façon à ce qu'effectivement plus tard puisse se créer quelque chose de nouveau et un passage vers autre chose. Donc voilà, pas de déploration, du sang-froid et profitons pour rentrer en nous-mêmes et après tout faire le bilan, comment on vit, comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut transformer, qu'est-ce qu'on veut changer. Je pense que tout le monde le fait, après tout, j'ai pas de leçons à donner, ni de sermons à faire, tout le monde le fait, je pense, dans son fort intérieur, qu'on le formule ou pas. Merci beaucoup, Cécile Gilbert. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Roue libre chez Flammarion. Ce sont des chroniques absolument passionnantes et surtout vivifiantes dans la mesure où, encore une fois, il y a un souffle, il y a une capacité critique au sens le plus précis de ce terme, c'est-à-dire de capacité à penser qui est absolument formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.